Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui continuent de digérer la séquence Banque centrale qui a commencé la semaine dernière avec les réunions officielles et les décisions de politique monétaire. Cette séquence est suivie d'une forme de service après-vente désormais de la part des principaux banquiers centraux, à commencer par Jérôme Powell qui s'est exprimé hier soir devant l'Economic Club de Washington. Jérôme Powell qui n'effraie plus les marchés, Jérôme Powell qui semble même résigné, non pas dans la lutte contre l'inflation, qui reste le sujet majeur aux États-Unis, mais résigné à l'idée que les marchés ont un scénario différent de celui du scénario central de la Réserve fédérale américaine. Le patron de la Fed admet cette situation de divergence et c'est bien sûr l'avenir qui nous dira qui a raison. Parmi le point de divergence majeur dans le scénario de la Fed et des marchés, c'est que les marchés considèrent que le processus désinflationniste qui est à l'œuvre, reconnu par la Fed, va se poursuivre à une vitesse qui continuera de nous surprendre pour voir une inflation globale aux États-Unis qui reviendra à 2% dès cet été. Et c'est là où il y a une grande divergence par rapport au scénario central de la Réserve fédérale américaine qui estime que ce processus de désinflation, s'il est bien enclenché désormais, mettra beaucoup plus de temps à se compléter pour voir à nouveau une inflation revenir à 2%. Nous discuterons évidemment de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Nous reviendrons également sur ce rallye qui nous anime depuis l'automne dernier en Europe notamment. Où en est-on à ce stade ? L'environnement a changé effectivement avec des marchés qui ont retrouvé des sommets récents ou historiques sur les indices actions, des spreads de crédit qui se sont quand même violemment resserrés et des tulipes qui se redressent ici et là. On voit le marché des cryptos qui est plutôt bien reparti, la tech non rentable au sein du Nasdaq également qui retrouve des couleurs ou encore les mêmes stocks, souvenez-vous du printemps 2021, AMC, GameStop, on a vu le titre Bed Bath & Beyond, entreprise en faillite ou quasi faillite, qui a pu prendre 100% en une seule journée. On retrouve donc ces petites exubérances, ces petits phénomènes spéculatifs dans les marchés qu'on ne voyait plus à l'automne dernier. Est-ce que ce sont des premières alertes avec un rallye qui a quand même déjà laissé beaucoup de monde, semble-t-il, sur le bord de la route. Là aussi, sujet de discussion avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous plongerons dans les facteurs de performance des marchés. Le facteur low vol, le facteur croissance ont été des grands facteurs de performance pendant toute la période de baisse des taux. Est-ce que ce sont encore des facteurs pertinents aujourd'hui ? Il y a bien sûr d'autres types de facteurs qui peuvent dégager de la performance dans un environnement de marché qui a changé. Nous nous plongerons en profondeur dans ce sujet des facteurs de marché avec les équipes d'Osiam et le directeur de la recherche d'Osiam, Carmine Defranco, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir avec Alix Nguyen, les infos clés de marché, Alix et une bourse de Paris qui s'apprête à clôturer à l'équilibre. Oui, Wall Street de son côté est à la peine. Le marché digère toujours le discours de Jérôme Powell. Pour rappel, le président de la Fed avertissait hier que dans le cas où l'économie resterait trop forte, de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires. Il s'est toutefois félicité du fait que le processus de désinflation ait commencé. À noter qu'avant sa prochaine décision monétaire, le 22 mars, et ses nouvelles projections sur le niveau final des taux, la Fed disposera de 2 rapports mensuels supplémentaires sur le marché de l'emploi et de plusieurs nouvelles mesures d'inflation. Sur le marché américain, on notera la belle performance du titre Microsoft aujourd'hui. Après l'annonce selon laquelle le groupe envisage de doter son moteur de recherche Bing et son navigateur Edge d'outils d'intelligence artificielle. On retient aussi le décollage du titre Uber Technologies. Uber Technologies a fait état de résultats meilleurs qu'attendus, avec notamment un EBITDA qui ressort bien au-dessus des attentes. Et puis à noter que la composante du Dow Jones Walt Disney dévoilera ses comptes après la clôture. Et puis sur le marché parisien, les valeurs technologiques
technologiques sont également recherchés. Et oui, ST Microelectronics, Capgemini et Téléperformance sont en hausse. À l'inverse, Worldline est dans le rouge, entraîné par la chute de plus de 15% de Adyen, le concurrent européen de PayPal. Le néerlandais est plombé par la chute de ses marges en raison d'une politique de recrutement intense. Société Générale est en baisse. L'an dernier, la Banque française a vu ses revenus progresser de 9% pour s'élever à plus de 28 milliards d'euros, un record. Le résultat net part du groupe a en revanche été divisé par près de 3 à 2 milliards. Et puis évidemment, Total Energy qui fait l'actualité aujourd'hui après avoir publié des résultats hors normes. Oui, au 4e trimestre, le pétrolier a généré un bénéfice net ajusté de 7,6 milliards de dollars, soit conforme aux attentes. Sur l'ensemble de l'année 2022, les profits ont été doublés et s'établissent à plus de 36 milliards. En prenant en compte les éléments exceptionnels, le résultat net atteint plus de 20 milliards de dollars sur l'année. C'est le plus élevé de l'histoire de la société. Total Energy clôt ainsi la saison des résultats annuels des pétroliers, saison au cours de laquelle tous les records de bénéfices ont été battus. La rentabilité du groupe est tirée par le pétrole, le baril de Brent ayant dépassé sur l'année 2022 les 100 dollars en moyenne. Le groupe a aussi bénéficié de ses développements dans le gaz naturel liquéfié. Les perspectives pour 2023 restent positives. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous, le directeur de la gestion obligataire de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Eric Venet d'être avec nous également. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et à vos côtés, Julien Nebenzal, administrateur d'Advise. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Je commence avec vous sur la partie marché. Julien, je voulais qu'on fasse un petit point quand même sur le rallye qui vit depuis quelques mois maintenant. Vous étiez venu nous voir sur ce même plateau, j'ai repris la date, le 3 novembre dernier, pour nous partager une conviction forte chez vous. Le mois d'octobre a été un tournant pour les marchés. On en parlait le 3 novembre. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde a compris qu'il y a eu un tournant au mois d'octobre. Et la conviction que vous partagiez à l'époque, c'était l'idée que selon toute probabilité, les indices actions européens notamment allaient marquer de nouveaux sommets dans les prochains mois. Le 3 février dernier, l'indice CAC 40 Total Return, dividende réinvesti, a marqué un nouveau sommet historique. Et donc, je voulais faire un petit état des lieux de votre conviction initiale à ce stade, Julien, sachant évidemment que le rallye laisse du monde sur le bord du chemin, est soumis à de nombreuses critiques aujourd'hui. On parle de rallye de faible qualité, trashy rally, c'est les saletés qui remontent avant tout. On parle de rachat de short uniquement, d'un rallye sans fondement, complètement déconnecté de la réalité macroéconomique de terrain, etc. etc. Oui, oui. Vous dressez le même constat? Non, mais vous partagez le constat? Non, mais la question c'est est-ce que ça va encore monter? On peut y aller directement. Allez, c'est à peu près toujours la même question. Bon, le CAC 40 Total Return, dividende réinvesti, il a rejoint son sommet antérieur, pas le Stock 600, donc je vous donne mon avis. Le Stock 600, je pense, va rejoindre son sommet antérieur, donc on a encore du potentiel de progression sur les marchés actions en Europe. Et parce qu'il n'y a pas une déconnexion complète sur les marchés américains, il ne devrait pas y avoir de catastrophe. Donc je maintiens cet avis. Pour essayer de positionner ça un tout petit peu sur la partie sentiment, parce que le fond du raisonnement était quand même beaucoup basé sur la partie éco, mais sur la partie du sentiment, je reprendrai alors peut-être une autre intervention que j'ai eu le plaisir de faire. Ça devait être en décembre 2020, je crois, et je vous avais dit, on venait de monter après le point bas de mars 2020 avec la crise de la pandémie, et on venait d'avoir depuis un mois les vaccins. Et je vous disais, donc on avait un sentiment qui était extrêmement sceptique pendant le déroulement de cette dernière patte de hausse. Et je vous disais, en termes de sentiment, on a probablement fait la moitié du chemin. L'idée, c'est qu'un sentiment ne passe pas d'un scepticisme vraiment ancré à un optimisme béat. Ça n'existe pas, ça. Voilà, c'est un peu comme les saisons. Pour pas aller de l'été à l'hiver, il faut quand même passer par une saison de transition. C'est un processus, il y a une séquence. C'est exactement ça. Et là, on est parti d'une situation de pessimisme, alors qui motivait en large partie ce que je disais récemment, mais je reprends l'analogie par rapport à décembre. Nous n'avons fait qu'une partie du chemin en termes de sentiment. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne vois pas l'avenir.
Quand je dis et que j'ai donné la référence des sommets antérieurs, c'est simplement parce que quand on voit, là j'utilise peut-être des éléments d'analyse technique, quand on voit la construction des choses, la manière dont ça a consolidé les figures graphiques, cet objectif pouvait se calculer. Voilà. Il n'est pas encore tout à fait atteint, par exemple sur le stock 600, mais je pense qu'il va être atteint. Mais pour revenir sur la partie psychologie, on n'a pas encore changé réellement d'état d'esprit. Je crois que je disais dans un autre moment que pour changer d'état d'esprit, il faut vraiment que le marché monte et qu'il monte longtemps. Il est pas ça obligé fait pas assez mal, là. Ça fait pas assez mal. Il n'est pas obligé de garder la même pente. Si vous prenez la pente mars à décembre 2020, vous avez une pente qui est quand même extrêmement pentue. Droite, oui. Pentue, voilà. Oui. Et puis la deuxième partie est pas horizontale, mais elle commence à s'amenuiser. Mais plus la hausse ralentit, plus le sentiment haussier se développe. C'est-à-dire que si vous prenez, je vais prendre un autre exemple, vous prenez les 10 premiers pourcents d'un rebond, en fait, ils ne sont pas commentés. C'est toujours une surprise. Alors que vous prenez les 3 derniers pourcents d'un mouvement de hausse, et ils sont ultra commentés, avec toutes les explications possibles. Donc, il y a vraiment quelque chose de très étonnant dans ces sentiments. Et ne connaissant pas l'avenir, je pense qu'une chose qui est stable, c'est l'évolution du comportement des investisseurs. Ça, je pense que c'est stable depuis extrêmement longtemps. Enfin, ça a toujours été. Enfin, c'est un fait. Enfin, pour moi, c'est un fait. C'est comme ça que je travaille. Et donc, j'ai cette confiance dans cette analyse. Et donc, je maintiens que le marché n'a pas terminé de monter parce que le cycle du sentiment n'est pas terminé. Mais quand vous dites que le marché n'a pas terminé de monter, ça veut dire que le risque principal reste un risque à la hausse, ou est-ce qu'il y a quand même un risque à la baisse qui existe, partant des niveaux qu'on peut atteindre aujourd'hui, mais qui est moins important que le risque à la hausse, toujours? Alors, on pourrait... Parce que la question, ça va être à un moment que je vous poserai, sans doute, c'est qu'est-ce qui vous fera vendre, Julien? À quel moment vous lâcherez ce rallye? Alors, on sera tous d'accord que ça monte. Alors, non, je fais pas partie de... c'est difficile d'exprimer la partie de finance comportementale, mais je fais pas partie des gens qui disent qu'il faut essayer de faire toujours l'opposé de là où il existe un consensus. J'essaie d'avoir un modèle de travail qui ne prend... Évidemment, qui écoute ça, mais qui ne prend pas ça comme facteur de décision. Donc, ça n'est pas du tout ce que... Je ne parlais pas de la contrariété, le côté contrariant, mais là, quand on aura tous ce sentiment que, effectivement, le marché a des bonnes raisons de monter et qu'il peut commenter, le sentiment ne pourra plus progresser puisqu'on aura tous ce sentiment-là. Voilà, ça, ce sera justement le constat de l'optimisme. Voilà. Quand l'optimisme sera perceptible, il y a beaucoup d'indications pour ça. Il y a des indications de marché avant tout, mais il y a des indications aussi ne serait-ce que de mots utilisés dans la description de ce qui se passe. J'écoute depuis très longtemps des émissions à période régulière pour essayer de détecter les mots qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et à un moment, certains mots disparaissent complètement, d'autres apparaissent. On sait qu'on a changé de paradigme. Donc, pour reprendre le point, évidemment que dans un cycle de sentiments, on peut avoir des événements, notamment économiques, qui viennent perturber, de dire en fait, il y a beau avoir ce cycle de sentiments, il y a quand même une forme de réalité qui vient, ne serait-ce que le nuancer, le contrer, le retarder, le ralentir, voilà. Bien que je n'en ai pas vu tant que ça. Hein. Mais donc j'ai un autre travail qui est la partie économique, celle du cycle. Donc là, les moments, d'une certaine manière, d'optimisme, je les prends par exemple dans l'industrie américaine, dans l'ISM. Si vous regardez simplement un graphique sur ne serait-ce que 20 ans sur l'ISM, vous voyez que, d'abord, vous voyez que c'est cyclique, donc ça, chacun se fera son avis, mais les parties en haut durent relativement longtemps et les parties en bas sont extrêmement courtes. Un peu à la manière d'ailleurs d'un marché d'actions. Hein. Et ces parties hautes, si vous les regardez, elles sont toutes espacées d'environ 3 ans et demi à 4 ans. C'est ce qu'on appelle le cycle de Kitchin. Alors, il existe, il a toujours existé, il existe encore. Peut-être qu'il n'existera pas demain. Peut-être. Mais je ne peux pas partir de cette hypothèse, puisque je ne sais pas pourquoi je devrais partir d'une hypothèse qui dit que le comportement collectif économique ne va plus suivre un cycle qu'il a suivi depuis qu'on l'a connu. J'entends. Et même quand on est remonté avant la date de compréhension de ce cycle. On peut remonter relativement derrière. Donc, le précédent sommet, c'était 2018. Le sommet suivant, c'était 2021/2022, parce qu'évidemment, les cycles ne sont pas... Ce n'est pas 4 ans exactement. Ouais. C'est 3,3, 4,1 année. Donc, on ne peut pas savoir exactement. C'est un peu comme le cycle présidentiel. Mais bon, c'est pour ça que je disais en 2021, je me retire du marché action. Mais il y avait de l'optimisme, mais je sais que le cycle devait ralentir. Donc, le cycle, il a ralenti avant la guerre en Ukraine.
C'est-à-dire que le sommet de l'ISM manufacturier américain, si je ne me trompe pas, c'est mars 2021. Ouais. Alors effectivement, c'est pas parce qu'on a fait un sommet qu'on est descendu tout de suite. Non. On reste on n'est pas tombé à 42 tout de suite. Oui. Oui. Mais quand on regarde février-mars, on est déjà à 58-57. Donc pour moi, le ralentissement, il était déjà enclenché avant même toute discussion politique monétaire, puisque le début de la politique monétaire, si je me rappelle, c'est avril 2022, quelque chose comme ça. Peut-être mars ou avril. En tout cas, mars, c'est la première hausse de taux de la Fed, c'est mars. Voilà. Le fait que la politique monétaire, d'ailleurs, c'est une aparté, puisse avoir des répercussions sur l'économie, c'est un sujet vaste à discuter. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a pas d'impact immédiat et que l'impact même de long terme se discute. Mais je ne suis pas seul à le dire, mais se discute. Pour ça, je mets ça à part. Donc, le ralentissement, il a commencé. On est en dessous de 50 sur l'ISM manufacturier depuis un certain temps. C'est un cycle. L'ISM manufacturier, je pense, va redépasser 55 d'ici 1 ou 2 ans. Je ne peux pas dire autre chose. Donc, partant de cet avis, et quand je conjugue ça avec le sentiment, je vous dis, je ne peux pas revenir en arrière et modifier mon jugement précédent. Il va peut-être se passer autre chose, mais voilà le prisme d'analyse. D'accord. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le moment de lâcher ce rallye. Surtout pas. Mais surtout pas. J'avais formulé différemment. Je n'essaierai même pas une seule tentative de couverture au premier trimestre. Je confirme cet avis. Je pense que si on est dans le marché, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Enfin, je ne peux pas le dire différemment. Bon, anatomie de ce rallye, Eric, et encore une fois sur les critiques, la faiblesse de la qualité, ça revient souvent. Là, c'est vraiment les saletés qui remontent, c'est la techno rentable, c'est les mêmes stocks. C'est confirmé. Vous venez de dire, c'est qu'en fait, on considère que ce sentiment, elle n'est pas justifiée, cette hausse, ainsi de suite. Donc, on n'est pas encore à tous partager le sentiment que c'est raisonnable de monter, en fait. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut effectivement mettre en parallèle le scénario macroéconomique. Enfin, ça ne monte pas comme ça tout seul par un sentiment. C'est qu'on est passé quand même d'un scénario où, certes, on allait remonter drastiquement les taux d'intérêt, enfin, historiquement rapide, très rapide, où ça pouvait faire très très mal. On ne voyait pas le pic d'inflation. Tous les mois, on se disait, mais alors, c'est pas encore cette fois-ci. On a un petit espoir, puis on redescend. Jusqu'à, on s'interrogeait sur les récessions, l'ampleur de la récession. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, mais non, il n'y aurait pas de récession, il y a un ralentissement, mais pas de récession. On en est aujourd'hui, là, alors on se parle, où effectivement, il y a un ralentissement, voire une légère augmentation un peu de la reprise des inflations, tout le monde est d'accord. Sauf qu'on pourrait voir peut-être un relan un petit peu d'inflation, mais c'est le meilleur des scénarios. C'est-à-dire que malgré cette augmentation des taux historiques et rapides, forte, on n'a pas cassé la machine. La machine a refroidi, et autant mieux qu'on ne pensait, avec une désinflation. L'inflation baisse sans que le chômage monte. Voilà. C'est ce qu'on voit depuis 6-9 mois. Donc c'est le meilleur des scénarios. Après, ce qui interpelle, c'est comment est-ce possible, en fait. C'est ça le... Alors, les économistes ne sont pas encore la réponse, parce que je pense qu'il y a une partie aussi des salaires, mais ça c'est qui est moins important dans les emplois, mais peu importe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça peut changer brutalement si ce scénario-là est remis en cause. Parce qu'il est peut-être certain, allez, je vais le dire la louche, ou 2 tiers, sauf qu'on pourrait avoir un autre scénario, c'est soit parce que ça peut rechuter plus brutalement que prévu, soit que l'inflation s'arrête, à un moment, la désinflation s'arrête, et puis là, on est un peu bloqué, on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on rappuie sur le frein, faire baisser un seuil supplémentaire d'inflation? Pour l'instant, on le met de côté. Pour Ce qui est incroyable, c'est que justement, dans cette idée de qu'est-ce qui pourrait changer, le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi, qui est quand même monstrueux, phénoménal, sans doute d'ailleurs une aberration statistique qui sera en partie corrigée, on s'est dit, mince, le monde rechange. On repart dans la logique inflationniste et en fait, non. Quand on regarde les marchés quelques jours après, le monde n'a pas rechangé. Non, parce que c'est pas assez certain pour changer. Parce que le scénario est fort, parce que le sentiment est fort, donc pour l'instant, on reste dans ce scénario-là. Mais c'est logique, c'est pas... Oui, c'est cohérent, C'est cohérent. A posteriori, non, mais même si c'est a posteriori, c'est intéressant de constater que c'est cohérent. Et en fait, je me laisserai porter aussi jusqu'au temps où ce scénario-là peut avoir du plomb dans l'aile. Bon, à propos de scénario, Nicolas, donc ça y est, c'est la grande divergence entre Jérôme Powell et les marchés. Enfin, même au point que Jérôme Powell acte lui-même de cette divergence. Quand je disais, il semble résigné, c'est le sentiment que j'ai eu en l'écoutant la semaine dernière, en lisant effectivement son discours d'hier à l'Economic Club de Washington. Avec le rapport sur l'emploi, il avait tous
tous les arguments, un boulevard, une autoroute pour forcer un recalage des anticipations de marché en disant regardez, c'est pas fini, il y a encore du travail, vous vous trompez, etc. Non. Il essaye même plus de repousser les anticipations de marché. Il accepte que les marchés ont une vision différente de la Fed sur la vitesse, notamment, du processus de désinflation devant nous. Oui, vous avez raison. Je rebondis parce que j'ai écouté votre premier intervenant qui me disait la politique monétaire, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment un impact. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle a un impact sur les marchés, même si je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les sentiments. Mais je pense qu'il faut utiliser à la fois des indicateurs de sentiment et des indicateurs fondamentaux. Et la politique monétaire est quand même un facteur explicatif de ce qu'on a vu au cours des derniers mois. Et c'est vrai qu'il y a une dichotomie importante entre ce que pense le marché obligataire, en tout cas que je suis bien, et puis ce que dit la Fed, puisqu'ils ne sont pas d'accord. Je crois que la forward guidance, qu'on appelait la forward guidance, c'est mort en fait. Ça, voilà. Je crois que ça c'est... Ils l'ont détruite eux-mêmes. Hein. Voilà. Enfin, je veux dire, c'était un acte volontaire d'abîmer cette forme. Ils l'ont détruite. Donc c'est vrai, hein, pour rebondir et faire le lien, c'est dur d'être un économiste aujourd'hui. C'est dur de prévoir l'inflation. Personne ne le sait. C'est a fortiori plus dur d'être un banquier central. Parce que l'inflation va baisser, oui. Jusqu'à où? Personne ne sait. Donc il est obligé de laisser un peu les portes ouvertes. Moi, je reste... Oui, mais il rouvre le champ des possibles, là où jusqu'à présent, ils étaient quand même avec des œillères focalisés sur le front-loading, sur il faut y aller vite et fort, etc. Il y avait un volontarisme, un engagement presque dogmatique qui s'est quand même beaucoup tempéré. À ce stade. Oui, après, je pense qu'ils sont sans doute surpris de la résilience de l'économie américaine, parce que le cycle de hausse de taux qu'on a eu, le cycle de resserrement monétaire qu'on a eu, il est inédit, de par son ampleur et sa rapidité. C'est-à-dire qu'il a été très fort, mais super vite. Et la hausse des taux mortgage 30 ans, on a été à 7,5 sur le 30 ans américain. Je pense qu'en tant que banquier central, on s'attendait quand même à un petit peu d'impact. Et on a vu effectivement certains impacts, mais au final, la bête n'est pas morte. Elle réagit encore. Mais ça boucle quand même avec la question de quel est l'impact de la politique monétaire sur l'économie. Est-ce que c'est un impact à 100% ou est-ce que c'est un impact beaucoup plus faible que ce qu'on imagine? Ou bien peut-on dire que les années d'accommodation extrêmement fortes ont eu un impact beaucoup plus durable. Les déluges de liquidités qui ont été donnés par le marché, à la fois sur la politique monétaire et budgétaire, ont eu un impact. Quand vous regardez les excess savings, l'épargne excédentaire de toute une série de zones, que ce soit américaine, européenne ou chinoise, a un impact. Quand on émet en masse de la monnaie, ça a un impact. Et donc, oui, Powell, il est dans cette situation. Moi, honnêtement, je pense que la Fed, elle est dans une situation relativement confortable. Nous, on s'attend à ce que les taux Fed Fund aillent à 5,25 dans les prochains... Ah oui, donc plutôt le haut de la fourchette. Oui, plutôt que le haut de la fourchette. Mais je pense qu'elle est dans une situation relativement confortable. Et si elle peut avoir cet atterrissage en douceur avec l'inflation qui baisse et le marché de l'emploi qui tient, c'est le monde parfait pour un... Et puis, ça prépare gentiment la nouvelle élection, les élections américaines. Je ne pense pas qu'il y ait panique à Washington. Comment, en tant qu'homme de marché, gérant obligataire, comment vous regardez le pricing de marché qui nous dit que l'inflation américaine reviendra à 2% dès cet été, dès le mois de juin même, je crois, peut-être. Il y a des mesures de prix qui permettent. Et derrière le marché obligataire, encore une fois, c'est ce que je rappelle à chaque fois, il y a quand même des gens sérieux. Enfin, je veux dire... Un peu, on essaye. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le marché des cryptos, c'est pas le même fonctionnement. C'est quand même des gars, quand on parle croissance, inflation, perspective, changement de monde ou pas, etc. On gère les pensions, quoi. On gère les retraites. Derrière le marché obligataire, c'est quand même ça la réalité. Quand on regarde la courbe obligataire, la courbe est super inversée. Donc déjà, ça veut dire quand même qu'à la fin, les gens pensent qu'on va tomber en récession. Donc ça, c'est quand même un signal. Il y a encore beaucoup de gens qui vous disent, et qui regardent, je suis sûr, ça aussi comme indicateur en disant, voilà, ça va être en récession. Quand on regarde et qu'on découple le taux 10 ans en taux réel et taux d'anticipation d'inflation, c'est la composante d'anticipation d'inflation qui s'est effondrée. C'est logique, l'inflation a baissé. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas charrier. Si on revoit 2% sur les anticipations à 10 ans à long terme, pour moi, c'est une opportunité pour revenir sur les obligations indexées inflation. À fond les ballons. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Car le point Donc vous ne croyez pas le marché? Si, moi j'attends. Vous êtes un homme de marché qui ne croit pas le marché? Mais si, moi je suis bien positionné, j'attends juste le moment peut-être pour saisir des opportunités, tout simplement. Je pense que, vous savez, la baisse des taux qu'on a connue, qui a été assez forte, qui explique que le marché anticipe des baisses
de politique. Oui, bien sûr. Cette hausse des taux, cette baisse des taux d'intérêt a été concomitante avec les hausses des actions. Les obligations ont performé en même temps que les marchés actions. Tout a performé en même temps. Oui. Voilà. Donc, on a connu une sous-performance massive des obligations. Les investisseurs sont revenus aussi après une forte dépréciation. Et donc, moi, en tant qu'investisseur obligataire, je regarde ça avec plutôt bienveillance parce que je pense en effet que si jamais on revoit un peu les taux qui rebondissent, c'est une opportunité d'achat. Parce que malgré tout, les obligations offrent aujourd'hui une bonne diversification. Et après quand même des années de taux extrêmement négatifs. Maintenant, c'est vrai, la composante inflation, elle est un peu basse et offrira des opportunités d'investissement sur les États-Unis. Sur l'Europe, les situations sont très différentes. Elles sont différentes. Bon, Il peut y avoir une explication qui peut rassurer tout le monde, c'est qu'en fait, l'allongement de la durée de l'impact des politiques monétaires. C'est-à-dire qu'effectivement, on a émis tellement... Il y a d'un côté beaucoup d'épargne qui ont été stockées, il y a eu beaucoup d'endettement d'entreprises. Ça rallonge le moment où l'impact de la hausse des taux, pour renouvellement d'emprunts et puis pour freiner la consommation, peut-être que finalement, le banquier centraux se disent bon, j'ai augmenté drastiquement, je vais attendre maintenant un peu plus longtemps de voir la réaction. Et peut-être que le marché se dit on n'a rien vu, mais la croissance, et donc la chute de la croissance va arriver bientôt, ce qui expliquerait mon troisième scénario de tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que là... Powell anticipe que le marché il va se calmer parce que de toute façon, ça a pas encore. Il pense que ça n'a pas encore eu un impact massif sur ce qui peut être vrai. Enfin, je sais pas, mais ça peut être une explication qui permettrait de résoudre le paradoxe des obligataires et celui des actions. Julien, l'idée que l'inflation peut revenir à 2% aux États-Unis dès le mois de juin, et encore une fois, c'est une idée forte du marché aujourd'hui qui va contre le scénario de base de la Réserve fédérale américaine. Il faut être ouvert à ce genre d'idée aujourd'hui, parce que évidemment, alors, les livres d'histoire, etc., la courbe de Phillips, c'est difficile de faire baisser l'inflation, et notamment l'inflation cœur, si le chômage monte pas quand même un peu, ce qu'on n'a pas vu encore une fois jusqu'à présent, je le rappelle. Passer de 10 à 5 d'inflation, c'est facile. Passer de 5 à 2, c'est beaucoup plus compliqué. Comment vous évaluez cette idée ? Quand courbe de Phillips ou inversion de la pente obligataire, on vient d'avoir une politique monétaire avec des taux à zéro ou négatifs pendant une période très longue. On a eu un espèce de reset avec le Covid. On vient d'avoir des taux, des emprunts Fed Funds qui passent de 0 à 5 en un an. Alors, utiliser dans ce contexte les éléments des cycles antérieurs en disant « je vais me fonder là-dessus », je ne suis pas contre. Mais moi, je trouve que ça n'est pas... Ça embarque un risque d'erreur important, quoi. Non, je trouve que ça n'est pas aussi résilient que l'analyse du comportement humain, qui produit quand même toujours les mêmes séquences, avec des histoires différentes qui s'écrivent et qui nous surprennent toujours. Mais voilà, donc ce point-là, pour la politique monétaire, je voulais dire qu'à court terme, donc il n'y avait pas d'impact, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je dis qu'à long terme, ça se discute. Je n'ai pas dit que ça n'a pas d'effet. Je dis juste que ça se discute parce que je prends notamment le travail de Galbraith, il a 3 livres là-dessus, mais notamment L'argent de Galbraith, qui montre bien que les banquiers centraux s'excitent véritablement dans tous les sens, mais qu'à partir du moment où il y a une ou deux actions importantes des gouvernements, comme les contrôles des prix, tout d'un coup, l'inflation change. Et il dit, il y a quand même un mythe que l'inflation est contrôlée par les banques centrales. Ça, moi, je vous rejoins par rapport à son impact sur l'économie. Mais en revanche... Sur l'inflation, non, mais sur l'inflation... Sur l'inflation, je vous rejoins. Mais sur les taux d'intérêt et sur l'impact des marchés, c'est plutôt ça. Ah non, les taux d'intérêt et les marchés, bien sûr. Avec les actions, il y a une relation qu'on ne peut pas ignorer. Je parlais justement de la relation économique. Voilà. Ah oui, mais sur l'économie, je vous rejoins. On sait très bien que finalement, c'est... Et par exemple, là, pendant 10 ans, ils ont voulu de l'inflation. Ça ne s'est pas produit. Non. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu l'épisode du Covid qui a amené une injection massive de liquidité avec une contraction de l'offre simultanée. Donc, il s'est passé l'arrivée de l'inflation. Mais aussi simplement que ça. C'est le Big Bang de l'inflation. La Banque centrale a créé le terreau. Et probablement avec les gouvernements avant, a créé un véritable terreau. Il y a un vrai rôle. Mais l'arrivée de l'inflation n'est pas
une décision de la Banque centrale. C'est ça que je... le meilleur exemple, c'est l'Europe. C'est un très bon exemple là-dessus. Voilà. Et donc 2% d'inflation en juin, il faut être ouvert à cette idée ou pas? Je vais essayer d'aller de manière synthétique, mais un petit peu au bout. Les grands épisodes d'inflation en Occident, on les connaît. Ils existent 1815. On sait pour une raison étrange qu'il y a la même chose en Europe et aux États-Unis en 1765-70, puisque il y a la Révolution française qui arrivait un petit peu après, et donc les États-Unis. 1870, 1915, 1921, 1973, 1980. Donc la particularité de ces grandes zones d'inflation qui sont connues, c'est qu'elles sont séparées de 55 ans. C'est comme ça. Il se trouve qu'il y a 55 ans entre ces zones. Je ne l'invente pas, ça a été découvert par un Russe. Et les Américains ont toujours travaillé dessus, ils trouvent ça très bien. Kondratiev. Oui, mais ils trouvent ça, tout le monde est d'accord là-dessus, ce n'est pas une invention de ma part. Il se trouve aussi que les conflits géopolitiques sont localisés là. Et ils peuvent être localisés ailleurs, mais là, il y a systématiquement un conflit géopolitique. Bon. Et dernière observation, quand vous avez un premier pic d'inflation, comme nous en avons un second, 3 à 5 ans plus tard. D'accord. Bon. Et entre les deux, il y a un ralentissement qui n'est pas très profond. D'accord. Donc, je vais suivre ça parce que ça a fonctionné dans le passé. Je disais un petit peu sur votre plateau, sur d'autres, il y a quelque temps, je ne savais pas pourquoi l'inflation arriverait, mais je savais qu'elle serait massive. Et vous la voyez à 2 chiffres déjà. Oui, à l'époque. Je vous avais dit, même dit quand c'est arrivé, on va probablement pas dépasser le. Je pensais que ça prendrait des années à venir à 2 chiffres. Ça a pris 6 mois. ma lecture, c'est que d'ici 4 ans, il y aura un nouveau pic d'inflation qui va être normalement, du point de vue de l'émotion, encore plus impressionnant. Je connais pas les chiffres, mais ça va plus nous émouvoir. Et donc, sur ce chemin, l'inflation doit ralentir, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle devrait continuer à ralentir assez probablement parce que ça prend du temps avant d'entamer l'autre partie ascendante. Mais je n'ai pas les niveaux dans ce travail. Je n'ai pas les niveaux de l'inflation. Mais l'épisode inflationniste au sens de l'histoire n'est pas terminé. 2% me semble peu probable. D'accord, c'est pas la chose. Non, c'est pas j'entends. Retomber à 2%, ça semble. On est d'accord, ça ne reviendra plus jamais. Si je raisonne sur 18 mois, la seule chose qui m'intéresserait en allocation obligataire, c'est d'acheter des obligations liées à l'inflation dans les 18 mois qui viennent, en fonction du contexte de prix qui sera présenté, parce que c'est ça la logique. Enfin, voilà. Vous êtes d'accord avec moi. Je voulais boucler avec ça. Tout a été dit. Je ne reviendrai pas à Kondratiev, mais simplement que je pense qu'on est arrivé à un seuil d'inflation. Avant, c'était 2, on ne sait pas pourquoi. La littérature là-dessus, mais on va certainement passer à 4-5. Donc tout le monde pense que le marché fait une erreur. Sauf si, effectivement, on a tapé trop fort avec la politique monétaire et qu'on va payer maintenant parce qu'il y a un décalage beaucoup plus important. Cette surréaction, on la verra dans les prochains mois. Ce qui n'est pas exclu. Je ne sais pas. Non, mais moi, c'est l'émission à l'écoute des marchés. C'est pas mon scénario, mais ça peut être une des explications. Qu'est-ce qui est différent entre la BCE et la Fed, du coup, Nicolas? Parce que j'ai vraiment l'impression que le marché a réagi à la communication de la BCE de manière identique à celle de la réaction post-FOMC. C'est-à-dire c'était vraiment baisse des taux. Je crois qu'on a vu moins 40 points de base sur le 10 ans italien le jour du meeting. Ça devait être du moins 20 sur la dette allemande ou française. Enfin, quand même des mouvements assez spectaculaires. Digne d'une annonce d'un programme de QI, pour dire les choses. Oui. Ouais. Alors, sur l'Europe, je ne veux pas être méchant et je ne veux pas être critique, mais c'est vrai que je trouve que... Quand ça commence comme ça Non, mais la politique monétaire européenne est pour moi plus difficile à comprendre, à lire ce que fait Madame Lagarde. Je regarde encore la déclaration qu'elle a faite là. Elle wants to re-evaluate le pas, et ça sera data dependent. Donc, c'est clair qu'elle a précomité la hausse de 50 points. Donc, ça fera plaisir à Trichet, never pre-commit. Mais elle a dit qu'elle allait faire 50 points. Après, c'est data dependent, donc on ne sait pas bien. La prochaine réunion de mars, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'inflation, je pense, ce sera une blague parce qu'ils vont sortir les révisions de l'inflation. Et donc après, historiquement, elle a toujours surestimé l'inflation. Quand le Covid est arrivé, elle a toujours sous-estimé l'inflation. Et l'année passée, ça a été constamment. Et là, elle a fait des anticipations assez élevées d'inflation en 2023. 6,5 6,3. 6,3. C'était 6,3. Ah ouais. Et moi, je prends le pari qu'elle va réviser à la baisse en disant finalement, c'est pas ça. Donc, c'est sûr que c'est dur d'être économiste. Donc là, ils vont réviser.
C'est dur de faire des prévisions. C'est dur d'être. C'est pas dur d'être économiste. Il y a plein d'économistes qui vivent très bien. Faire des prévisions. Mais faire des prévisions, c'est dur. Très bien, ils sont très sympathiques. Dans la zone euro, quand même. Faire des prévisions dans la zone euro. Et après, sans être technique, hier, elle a fait un petit changement de mécanisme sur la rémunération des dépôts. Elle avait la semaine passée... Des gouvernements, on parle des dépôts des gouvernements et des banques centrales. Voilà, elle aurait eu l'occasion la semaine passée de faire ce petit ajustement-là, puis finalement elle l'a fait hier. On n'a pas bien compris pourquoi, et ça a amené un petit peu à une surprise pour les investisseurs obligataires. Tout ça pour dire que la politique, elle n'est pas super lisible aujourd'hui. Elle n'est pas super lisible. Parce que, est-ce que vous avez confiance sur les prévisions de l'inflation des banques centrales? Non. Elle va monter de 50 points. Oui, et après, qu'est-ce qui va se passer? Là, sur la rémunération des dépôts des banques, des États, elle a changé, mais il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Et cette incertitude, elle n'est pas évidente à gérer. Elle n'est pas évidente à gérer. Donc, par rapport aux prévisions d'inflation, moi, je n'ai pas. Je pense qu'on va quand même avoir une forte baisse. Après, est-ce qu'on a durablement plus d'inflation? Je peux pas. Je ne serai pas forcément en désaccord parce qu'il y a beaucoup de facteurs structurels qui peuvent justifier qu'on ait une inflation plus élevée à moyen terme. Mais quand même, il y a un effet de base qui va jouer fortement à la baisse et qui va mettre la BCE en position un peu de pause. Voilà. Donc pour un investisseur obligataire, là, le marché européen, c'est un. Alors moi, je vais vous dire, le truc est très simple. Pour moi, j'ai une mentalité depuis, je le dis aussi depuis à peu près l'automne et aussi décembre, buy the dip. Voilà. Et aussi, donc ça rejoint un peu ce que vous avez dit, mais aussi pour l'obligataire. C'est-à-dire qu'à l'obligataire, si je vois les taux qui montent, je pense qu'il faut investir. D'accord. Tout simplement. D'accord. Partant des niveaux qu'on constate aujourd'hui, quoi. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, si vous pouvez avoir du 4%, du 5%, et il y en a du 4 et du 5%, allez-y, c'est pas mal. Oui, mais ça, on l'a sur du court, Nicolas. Non, est-ce qu'il faut reprendre de la duration? On peut reprendre du 10 ans à 4-5%. On peut prendre des obligations italiennes 10 ans, pourquoi pas. Par contre, j'ai fait un truc rigolo il n'y a pas longtemps. C'est juste pour m'amuser, l'anecdote. J'ai regardé, vous savez qu'en 2021 et 2020, les États ont émis en masse du 50 ans et du 100 ans. Oui, ah bah oui, oui. Alors ça, je vous conseille le 100 ans autrichien, oui, il faut regarder la tête du 100 ans autrichien, bah bien sûr. Ça vaut 39. Je vous conseille pas d'investir pour autant là-dedans parce que divisé par plus de 2. Hein. Oui, exactement. Mais ça rapporte toujours un niveau de rendement qui est bien plus faible que du 10 ans. Et hier, la France a émis du 30 ans, il y a eu 50 milliards de demandes à 3%. Donc les États ont été très malins. Ils ont été très malins, ceux qui ont investi moins. Mais ici, non, je pense que si les taux d'intérêt montent un peu parce que la politique serre la vis, il faut investir. C'est une opportunité. Oui, et même l'Italie, le risque souverain, là, pour l'instant, vous êtes tranquille avec le risque souverain. C'est pas qu'on est tranquille, mais je pense que toutes les mesures qu'ont mis en place la BCE fait qu'il faut bénéficier du carry. Et on est dans un environnement où, que ça soit le crédit de bonne qualité ou même le crédit à haut rendement, de la même façon que sur les actions, les gens ont été très surpris par la vitesse, très très surpris. Les gens étaient extrêmement short. On est quand même sorti d'un monde où les taux étaient à 0, on se battait pour 10 points de base. Et là, on a du 4%, on a du 5%. Ça revient vite, hein. Spread triple B, c'est moins de 200 points de base. Le spread high yield aux US, c'est moins de 400. Alors c'est resserré quand même à des niveaux. Je suis pas. Il n'y a plus beaucoup de primes de risque. Je ne suis pas chaud sur le crédit américain high yield, clairement. Mais ça, je suis d'accord. Mais quand même, sur du crédit de bonne qualité européen, ça reste attractif. Le niveau absolu. Le spread, c'est un peu resserré, c'est vrai, fortement. Mais on était positif déjà depuis 2-3 mois, on le disait. Tant mieux pour ceux qui l'ont fait. Là, c'est moins sexy, mais le taux absolu reste intéressant. Le taux absolu reste intéressant. Et je pense qu'honnêtement, on a tellement voulu avoir un peu de rendement que là, ça reste. Il faut être sélectif, il ne faut pas prendre n'importe quoi, mais ça reste. Même avec moins de spread et la possibilité d'un ralentissement économique devant, ouais, ça reste intéressant. Moi, je pense que ça reste intéressant. Les investisseurs, ils étaient un peu. Ils ont couru derrière, notamment sur le crédit. Logique d'investissement. Bon, du coup, une fois qu'on a fait le tour de ces quelques sujets, mais je trouve que j'y mets toujours pas les pieds parce que on connaît pas le niveau d'ajustement des taux, simplement. Donc à partir de là, comme je sais pas capable d'aller chercher 50 points de base. J'y vais pas. Ça peut être très volatile encore encore sur les marchés obligataires. Ça reste quand même. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas une certitude, pourtant on est à peu près d'accord sur le scénario, on n'est pas d'accord sur l'arrivée des taux. Et donc, que si on considère que l'inflation est structurellement un peu plus élevée, les taux me rémunèrent pas aujourd'hui. Donc je préfère être en monétaire en tout court, voilà.
Oui, bon, c'est une... Voilà, et puis, mais c'est quand même la première fois où Oui, on peut... c'est une forme d'obligataire, on va dire. Mais, enfin, c'est pas l'obligataire au sens strict, mais c'est quand même peut-être sur du pas du income, quoi, sur du rendement. Oui. Voilà. Donc c'est la seule... Après, je l'ai dit, après, je suis en action. Ouais. Mais j'ai un peu plus de liquidité qu'avant, parce que il y a un peu plus de volatilité sur les marchés à l'intérieur des indices, là. Depuis quelques jours, pour garantir des opportunités. En fait, pas parce que je suis sur le marché, mais simplement j'entends beaucoup qu'on est déjà un peu pricé pour la perfection, quand même. C'est-à-dire qu'il y a... Oui. En tout cas, en absolu, en fondamental, il n'y a pas beaucoup de place pour la déception sur les niveaux de prix qu'on retrouve sur les marchés. Après, la logique de flux, etc., peut emmener les choses beaucoup plus loin. Mais on a quand même des mouvements de marché sur certaines actions, comme ça. Je partais, Saint-Gobain perdait 4% d'un seul coup. Total, on a fait -3 et on va finir à 0. Il y a des choses à faire. Donc, j'ai un peu plus de liquidité pour ça. Mais sinon, je suis en action. Point. Est-ce qu'il faut faire des choix tranchés, marqués, quand on est dans le rallye comme vous, Julien? Et puis, encore une fois, de voir réapparaître, c'est ce que j'appelle un peu les tulipes, quoi, les mêmes stocks, Bed Bath & Beyond, 100% en une journée, avant de faire une augmentation de capital de la dernière chance. Enfin, tout ce qu'on a revécu, tout ce qu'on a vécu il y a 2 ans. On se dit, c'était pas très sain il y a 2 ans. Il n'y a pas de raison que ça le soit beaucoup plus aujourd'hui. C'est pas un élément confortant, je suis forcément d'accord. La raison pour laquelle j'essaie de me battre beaucoup sur l'entrée dans le marché, c'est qu'une fois qu'on est rentré, on est beaucoup plus tranquille. C'est très compliqué de se reposer les questions aujourd'hui. Donc je vais répondre à la question, mais je pense que là où on doit vraiment chercher, suer et ne faire que ça, c'est les quelques semaines dans lesquelles on sait qu'il y a une opportunité dans le rapport entre le rendement et le risque, mais du point de vue du comportement. Donc, je maintenir au moins l'évidence, surtout pas aller sur ce qui est défensif, santé, alimentation, etc. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'en aura pas. Le reste, à mon avis, il faut être très balancé, très équilibré, comme toujours, parce que je trouve que c'est... Mais je le trouvais déjà il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je trouve que c'est très compliqué de trouver ces espèces de tendances sectorielles qui vont parfois durer quelques mois ou quelques semaines, et de dire j'ai trouvé le plus bas, j'ai trouvé le plus haut, et j'ai surperformé sur la période. Je pense qu'il faut être très très fort, il faut être très très sophistiqué. Moi, je trouve que c'est trop compliqué. Donc, en dehors de ne pas avoir de défensif, d'être plutôt équilibré dans les choix sectoriels. Ne pas spécialement surpondérer les États-Unis ou la technologie, mais se dire que la technologie de temps en temps va faire des rallyes, comme c'est le cas en ce moment, et l'accepter. En avoir, ne pas en avoir, c'est un choix. C'est un choix dans la volatilité, la composition du portefeuille, mais il n'y a pas de choses particulières à savoir. Sinon mais c'est quelque chose qu'on dit, je crois, un peu tous depuis quelque temps, et là, il faut peut-être le répéter, tout ce qui appartenait au monde, alors c'est difficile à dire, mais au monde value, on sait que ça a changé, on le sait, on le voit sous toutes les formes possibles. Alors, il faut se dire que d'avoir un portefeuille dominé par des valeurs de croissance, c'est probablement pas le meilleur choix pour les années à venir dans un portefeuille action. Donc là aussi, il faut être bien équilibré entre pas reprendre ce qu'on a vu pendant la période où les taux étaient très bas et on avait cette politique monétaire. Cette fois-ci, être beaucoup plus équilibré. La partie obligataire, donc nous on est rentré au printemps dernier sur les obligations, je parle cette fois-ci en duration longue. C'est pas ni gagnant ni perdant, mais au moins on achète du taux positif. On n'avait pas un avis très tranché, sauf que pour reprendre l'exemple, nous, on a extrait un élément comportemental, c'était l'émission d'obligations autrichiennes, si je me souviens bien. Oui, le 100 ans, 1%, 2,5 milliards, 20 milliards souscrits. Quand on a vu ça, on s'est dit, là, on est sûr qu'il ne faut pas y toucher pendant 1 an ou 2. Ça, c'était il y a 2-3 ans. Oui, pour acheter un 100 ans à 1% sur l'Autriche, faut quand même, pour que ce soit sur souscrit, il faut quand même qu'il y ait un état d'esprit, quoi. Voilà. Et là, on était 2020, dans... C'était 2020. C'était l'été 2020. Une forme d'euphorie obligataire ou quelque chose comme ça. On est vraiment passé pas mal de l'autre côté. Donc, c'est moins risqué. Ceci étant, une fois que j'ai dit ça, pour les raisons que je développais juste avant, l'idée d'ici 2 ans, c'est d'avoir switché cette partie duration longue vers de l'obligation taux variable ou liée à l'inflation. Parce qu'à un moment, on va réécrire une nouvelle séquence.
À propos de 100 ans autrichiens, un mot du Japon. On a tous les yeux braqués sur la Banque du Japon. Ça va être l'événement de l'année en matière de politique monétaire. Oui, on va attendre le successeur. C'est avril, le successeur de Kuroda. C'est quand même important parce que c'est 10 ans de présidence de la Banque du Japon. Avec, si on se souvient bien, son arrivée, c'était l'arrivée de Shinzo Abe, avec les fameux Abenomics. Bien sûr. Et le deal, c'était de faire ensemble cette double politique à la fois de stimulus budgétaire, de grand soutien aussi monétaire. Donc là, visiblement, il va falloir trouver un nouveau candidat, voir s'il est toujours dans le même état d'esprit aussi académique et autres. Parce que ça ne nous semble pas vraiment tenable, la position du Japon. Non, ça ne semble pas vraiment tenable. Je pense qu'à un moment donné, ils doivent commencer à suivre leurs homologues et à commencer un peu à resserrer les taux. Cette position n'est pas tenable, selon moi. Après, c'est du politique, il faut voir les choix qu'ils feront. Mais il y a beaucoup de distorsions sur le marché obligataire. Mais nous, on pense que le marché va... Mais c'est un sujet qui va au-delà du seul Japon et du seul marché japonais ? Oui, parce que les investisseurs japonais sont des grands investisseurs de dette. Pour vous donner l'exemple, et rebondir sur ce qu'on dit sur l'Autriche et la France, le 50 ans français, le 100 ans autrichien, vous regardez sur Bloomberg, qui est le premier détenteur ? Japon. Les Japonais. Premier détenteur de Treasuries aussi, je crois, devant les Chinois maintenant. Donc le jour où les Japonais retrouvent du taux positif, alors ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Eh ben, on suivra ça. Rendez-vous en avril pour parler de la Banque du Japon. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nicolas Forest, Candriam, Éric Venet, Montbleu Finance et Julien Nebenzal, Advice, qui étaient donc les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir nous amène à évoquer les différents facteurs de marché, les différents styles, ce qu'on appelle style de gestion, style d'investissement, qui sont différents facteurs qui expliquent en partie ou pas la performance qu'on peut obtenir dans un environnement de marché donné. Nous en parlons avec Carmine Defranco, qui est responsable de la recherche d'Osiam, à mes côtés en plateau. Bonsoir Carmine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Alors c'est les résultats d'une recherche longue et permanente que vous menez chez les équipes d'Osiam. Essayerez d'identifier les opportunités en fonction d'un facteur spécifique, d'un style, croissance, value. On parle de style de qualité, facteur qualité. Le facteur taille également peut être un facteur entre les large cap et les small cap. Si on fait un peu d'histoire et qu'on se replonge dans le cycle précédent, des 10-15 dernières années, le monde d'avant, on s'en souvient encore, le facteur qui était le facteur le plus important sur les marchés actions, c'était finalement... Alors, il y avait le facteur croissance, le facteur low vol, le facteur long duration, d'une certaine manière, tout ce qui était proxy bonds. On parlait beaucoup des proxy bonds à l'époque sur les marchés actions, qui étaient vus comme les grands bénéficiaires de ce grand cycle de désinflation, de baisse des taux permanente. Tout à fait. Et ça, c'était déjà pour vous un sujet de recherche à l'époque, Carmine. Non, c'était en 2017, justement, avec des taux qui baissaient depuis 30 ans. Les investisseurs, surtout ceux qui sont contraints, ils cherchaient des proxys, quelque part. Et donc, il y a une partie de titres qui offrent un peu ce profil low risque, mais avec un rendement intéressant, un dividend yield élevé, donc certains types d'investisseurs qui peuvent apprécier un petit peu ce type de comportement. Et une des craintes était justement que la performance que ces secteurs, ces titres ont obtenu depuis 30 ans, parce que c'est des études qui remontent aux années 80, était essentiellement le reflet d'une baisse structurelle des taux d'intérêt. Et donc, la thèse sous-jacente était, si jamais les taux venaient à augmenter, que se passera-t-il ? Bon, on était en 2017, 2018, on était dans une période où les taux étaient très bas, et de toute façon, il n'y avait rien qui pouvait les amener à un niveau très élevé, donc c'était peut-être un sujet clos. Et donc, nous, à l'époque, on se disait, attention, il faut... regardons les choses un peu dans son ensemble, puisque les taux d'intérêt, c'est une variable qui est tellement importante, et donc vous en parlez tout à l'heure en plateau, mais qui va impacter non seulement les titres à faible volatilité, mais aussi les titres à haute volatilité, les titres value comme les titres de croissance, etc. Donc c'est une variable plutôt macroéconomique. Dans les faits, les titres de volatilité n'ont pas forcément ce comportement un peu comme les bonds, un peu de duration. Et l'histoire est finie là, en 2017. Ouais. Donc là, en 2022, ce que pour un chercheur, c'est intéressant. Unique, parce que c'est un expérience naturelle. Donc et bien sûr. On peut voir exactement ce qui se passe quand les taux augmentent. Est-ce que finalement, la thèse de dire le low vol va sous-performer, les autres facteurs vont sous-performer, puisque c'était comme ça avant.
Eh ben, il se trouve que non. Il se trouve que 2022 a été une année exceptionnelle pour ces facteurs de style, que ce soit la value, que ce soit le vol, que ce soit le high div, le yield, etc. Donc, ça remet un petit peu en cause les thèses d'avant Covid. Donc, c'est pas, le lien avec les taux d'intérêt n'est pas direct et que du coup, il faut aller regarder dans le détail. Pourquoi value, pourquoi le low vol et pourquoi du coup aujourd'hui les valeurs de croissance, donc avec une baisse en 2022 très significative, remontent aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément quel est taux, c'est vraiment, il faut aller regarder comment les entreprises, quel type d'entreprises sont dedans. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si on regarde beaucoup de gérants value, dans leur portefeuille, ils considèrent des entreprises comme Alphabet. Ce qui, il y a quelques années, était... Mais c'était impossible. Mais bien sûr. Quand on regarde les indices value versus indices croissance au sein du S&P, effectivement, alors il y a des pondérations différentes, mais on retrouve et dans la value et dans la croissance du Alphabet, du Microsoft, du Meta. Alors les poids sont différents, effectivement, parce que certains sont quand même encore plus croissance que value, mais Meta, par exemple, oui, c'est un titre, il y a quelques mois, qui pouvait être jugé comme value. C'est aussi le reflet, quelque part, surtout sur les entreprises de la technologie, c'est un reflet d'un marché qui change, où on arrive à une certaine maturité. Donc, je ne veux pas dire que c'est un business comme les utilities régulés, mais quelque part, on voit un petit peu la limite que ce type de business peut avoir sur la bottom line. Donc, aussi la recherche de la part d'Apple, de Meta, de Google, d'autres business models, d'autres activités pour soutenir cette croissance. Et donc, le fait que ces entreprises ont des taux de croissance moins élevés, il fait qu'ils puissent transiter petit à petit sur d'autres types de facteurs, donc notamment value. Et l'enseignement de cette recherche, c'était cet exercice pratique également que vous avez mené, Carmine, c'est de dire quoi? C'est de dire que, oui, le facteur macro-taux est un facteur essentiel, mais il y a d'autres facteurs intrinsèques à chaque secteur, à chaque entreprise, qui comptent également dans la performance? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Pour un investisseur action, la question du taux se pose dès le départ. Quel est l'environnement macro? Quel est l'environnement économique? Les perspectives. Une fois qu'on a fait sa propre analyse, quand on veut construire un portefeuille, qu'on soit un gérant actif, passif, discrétionnaire, systématique, les considérations liées au style de gestion, aux facteurs, deviennent beaucoup plus importantes que tout simplement une certaine duration d'une entreprise plutôt qu'une autre. On l'a vu encore en 2021, on l'a vu encore en 2022. Les entreprises qui étaient censées être à longue duration, finalement, ils s'en tirent pas trop mal, même dans un contexte de hausse de taux. Les entreprises qui devaient promettre de la croissance, alors qu'en fait, on avait des craintes de récession. Donc, quelque part, les entreprises que les investisseurs recherchent en contexte de récession, une année pas terrible. Donc, on voit très bien que ce n'est pas dichotomique. Il faut aller regarder dans le style de gestion. Je fais un exemple. Le facteur value, aujourd'hui, donc typiquement, il a très très bien fonctionné, que ce soit aux États-Unis, en Europe, évidemment tiré par les valeurs de l'oil and gas, de l'énergie. Mais attention, il y a encore des réserves derrière, puisque quand on regarde par exemple en Europe le secteur des utilities, qui a souffert par des raisons géopolitiques, il est encore en retard. Quand on regarde les industries, quand on regarde le bancaire, donc quelque part, il y a encore du relais sur ces facteurs. Et aussi pareil sur le low vol. Est-ce que ça veut dire qu'on est passé... Alors, je reprends la période, je vais dire, 2010, 2018 ou 2021, où il fallait être quand même très fortement tilté croissance. C'était le règne des GAFAM, pour dire les choses. Et c'était le facteur qui écrasait tout dans la performance. C'était assez monofactoriel, d'ailleurs. Est-ce qu'on est dans un monde ou dans un environnement de marché beaucoup plus ouvert, justement, à des logiques de style différentes, dans un monde beaucoup plus multifactoriel, où chacun, en fonction de son univers d'investissement, du confort qu'il peut trouver dans un style ou dans un autre, a des opportunités ouvertes aujourd'hui? Tout à fait. Aujourd'hui, être monofactoriel, et donc ce qui veut dire essentiellement faire de la croissance, puisque si vous n'en faites pas, c'est très compliqué, même d'un point de vue de benchmarking. Les indices sont tiltés, structurellement très croissance, évidemment. Ça devient on fait sortir les entreprises qui sont plus en croissance et on fait rentrer celles qui sont en croissance. Structurellement, la construction des indices fait qu'ils sont tiltés croissance. Un petit peu le style, ce qu'on appelle le momentum, qui capture un petit peu aussi le sentiment du marché un peu à court terme, et des anticipations qui sont peut-être un peu trop biaisées à la hausse ou à la baisse. Mais
disons que sur les 10 dernières années avant Covid, effectivement, c'était un trade à sens unique. Donc, vous avez de la croissance, vous étiez un gérant star, vous n'en avez pas, vous avez des clients qui n'étaient pas contents. Aujourd'hui, on est plutôt dans un contexte de marché où, pour des raisons structurelles, donc on parle beaucoup d'inflation, mais ce sont des trends qui commencent à s'affirmer. La régionalisation, on ne veut plus de supply chain dispersées dans le monde entier. Pourquoi pas de populisme? Le changement climatique font que certains secteurs reviennent centrales à l'intérieur de l'économie et donc du coup des portefeuilles des investisseurs. Et donc c'est souvent des secteurs qui étaient dans les styles qui étaient un petit peu délaissés ces dernières années, donc notamment le value, notamment la qualité. Dans un monde, alors on ne sait pas si l'inflation va baisser, va rester comme ça, vous en discutez tout à l'heure, mais disons que dans un monde où l'inflation ne revient pas très vite, dans un monde où les taux d'intérêt restent élevés, avoir des entreprises qui payent un dividende élevé peut avoir un intérêt, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, puisque de toute façon, on ne savait pas quoi faire de l'argent n'était pas cher. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on est dans un contexte où la diversification factorielle devient probablement l'outil qui permet de diversifier un portefeuille classique, actions, obligations. Intéressant. Et concrètement, là, quels sont les facteurs, les styles qui offrent des opportunités plus intéressantes que d'autres, peut-être, selon vous, aujourd'hui, Carmine ? Alors, aujourd'hui, disons que nous et moi, on n'est ni value ni croissance. Vous êtes agnostique. Voilà, ils sont cycliques. De toute façon, tous les facteurs restent cycliques. Donc, du coup, il y aura toujours des régimes dans lesquels il y en a un qui marche mieux que l'autre. Mais une métrique qui nous regarde bien, c'est le PE Shiller. Il a beaucoup baissé. Donc, du coup, ça offre plus d'opportunités sous le marché. Donc, c'est la valorisation lissée des effets des cycles, c'est ça. C'est une métrique beaucoup plus robuste. D'accord. Donc, c'est pas juste le PE des 12 prochains mois. Alors, le problème, le PE, pourquoi pas, mais quand vous avez des années qui sont très... Oui, bien sûr. Ça fausse la métrique. Exactement. Donc, c'est très volatile. Donc, sur la base de cette métrique, on voit que le marché actions européen, américain a baissé. Donc, du coup, ça peut offrir plus d'opportunités, par exemple, pour revenir sur des styles comme la value. Je disais tout à l'heure, il y a encore des ressorts, des réserves de potentialité sur le facteur value pour des secteurs qui sont encore un petit peu en retard, surtout en Europe. Sous la small cap, pourquoi pas donc, revenir sur des entreprises, si jamais un scénario de soft lending se matérialise, donc ils peuvent en bénéficier. Et encore une fois, voilà, les thématiques de durabilité, donc ça peut bénéficier les entreprises dans l'industrie. De régionalisation. Enfin, je veux dire, si la globalisation est moins forte et moins poussée, le tissu local d'entreprise représenté à travers des small et mid cap. C'est pas les mêmes entreprises qui savent gérer une supply chain dispersée dans le monde entier, ou des entreprises qui, pour le coup, ont besoin de la régionalisation. Et donc là, par exemple, on a des entreprises dans le secteur automobile qui ont déjà un défi colossal devant eux. Et voilà, si vous avez à disposition, je parle par exemple les industries américaines, le Mexique à côté, ça peut offrir un potentiel par rapport à d'autres constructeurs qui n'ont pas un pays qui peut reprendre un petit peu le rôle de la Chine. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, diversification factorielle probablement reste une alternative intéressante à la diversification classique, actions-obligations, qui l'année dernière n'a pas vraiment marché. Mais quel changement quand même par rapport à ce cycle où, encore une fois, 5 valeurs au sein du S&P 500 ont fait la performance de gérants pendant des années. Mais quelle ouverture quand même par rapport à une situation qui finalement rendait beaucoup de monde inconfortable à un certain point. Puisque de toute façon... si toute la performance est concentrée sur 5 valeurs, ça pose un risque, je ne dirais pas systémique, mais néanmoins, ça focalise tout le débat, toute l'analyse sur ces 5 valeurs. L'économie voyage comme ces 5 valeurs, ce qui n'était pas sain avant. Et donc, du coup, ce rééquilibrage, ce grand rééquilibrage aujourd'hui au sein des indices est très sain. Est tout à fait sain. Ça offre plus de perspectives de diversification. Merci beaucoup, Carmine. Merci de nous avoir exposé brièvement les enseignements de cette recherche que vous avez menée sur la question des styles et des facteurs de performance dans les marchés. Carmine Defranco, responsable de la recherche d'Ociam, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.